Et allons donc voir ailleurs comment ça se passe. Dans un an, les États-Unis connaîtront donc leur nouveau président. La campagne est d'ores et déjà ouverte au sein de chaque camp pour la traditionnelle compétition des primaires, exercice bien connu chez nos amis d'outre-Atlantique. Cette année, ce sont les républicains qui semblent faire le show, comme on dit en français, avec pas moins de 8 candidats, tandis que Barack Obama devrait être reconduit chez les démocrates. Le Tea Party et les indignés de Wall Street semblent s'imposer comme des vedettes américaines, si j'ose dire, dans la campagne. Ils sont d'ailleurs déjà largement sous le feu des projecteurs. Et aux deux extrémités de la scène politique, les deux mouvements ont néanmoins en commun d'exprimer une grande frustration des Américains face à la crise économique, puisque cette dernière sera sans doute au centre de tous les débats. Nos invités ce matin, Sylvie Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheur et enseignante souvent à la fois à Harvard, à Stanford et à Sciences Po Paris. Enseignante à Sciences Po Paris, oui, voilà. Et chercheur à Harvard. Chercheur invité à Harvard. Vous allez publier dans quelques jours un Poor White Trash, la pauvreté odieuse du blanc américain dans les éditions Paris-Sorbonne, les mondes anglophones. Vous nous direz de quoi il s'agit. Vous savez ce que c'est, Denis Lacorne, vous, le Poor White Trash? Ah oui, c'est les petits, les paumés, surtout dans le sud, mais pas seulement. Oui. Voilà. Alors, donc, notre invité, vous avez entendu sa voix, Denis Lacorne, directeur de recherche au CLRS et au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Peut-être un tout petit point de départ, très pragmatique et très naïf. À l'heure où on s'intéresse ici en Occident au processus démocratique des pays arabes, où l'on fait la morale à la Tunisie, au fond, quelles sont aujourd'hui les conditions de la démocratie et de vote aux États-Unis? Je vous pose cette question parce qu'un article du Monde daté du 28 octobre révèle que plusieurs États, dirigés par des républicains, ont déposé des projets de loi électoraux qui pourraient empêcher environ 5 millions d'électeurs de voter en 2012. Cela concerne 34 États où depuis les élections du midterm de 2010, plusieurs lois ont été votées et discutées sur les conditions justement de la participation électorale, des obligations très complexes pour des Américains, à savoir pièce d'identité, certificat de naissance, alors qu'on dit que beaucoup d'Américains n'en ont pas. Et bref, toute une série de contraintes administratives qui semblent peser sur la vie démocratique américaine. Est-ce que c'est un phénomène important ou pas, cette question-là? Qui veut répondre? Sylvie Laurent, Denis Lacorne. C'est pas un phénomène neuf, c'est-à-dire que c'est vrai que, surtout dans le sud des États-Unis, il y a une tradition d'empêcher le vote des Noirs. Bon, heureusement, les choses ont changé, mais beaucoup de Noirs, par exemple, qui ont fait de la prison, sont interdits de vote dans beaucoup d'États du Sud. Donc ça, il n'y a pas de loi universelle. Le fédéralisme là fonctionne très mal. D'autre part, c'est vrai que il est relativement facile de s'inscrire sur les listes électorales. Il n'y a pas de pièce d'identité, mais il suffit de prouver qu'on habite à tel endroit ou qu'on a un permis de conduire, on peut voter. Donc c'est pas si compliqué que ça. Et de plus en plus d'États aussi permettent de voter par correspondance ou par Internet même. Donc la chose n'est pas si monstrueuse que vous le décrivez. Mais c'est vrai qu'il y a 4 à 5 millions d'Américains qui, dans d'autres sociétés comme la nôtre, pourraient voter. Sur combien d'électeurs, d'ailleurs? Sur combien d'électeurs? Aux États-Unis 50, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre. Grosso modo? C'est compliqué, parce que dans les primaires, par exemple, l'électorat est très faible. La participation est de l'ordre de 10%. Dans l'élection générale, la participation à des présidentielles est beaucoup plus élevée. C'est entre 60 et 70%. Donc, ça toucherait à peu près, oui, peut-être 5% des électeurs. Sylvie Laurent? Ce qui est intéressant dans cette histoire de privation de droit de vote, c'est que, justement, l'une des raisons de l'élection de Barack Obama, l'une des grandes causes, des grandes nouveautés, ça a été l'organisation par les associations militantes des droits civiques de l'inscription sur les listes électorales d'un certain nombre de gens qui traditionnellement étaient ou privés concrètement de la possibilité de voter ou de façon subtile parce qu'ils étaient pauvres, noirs, dans des régions un peu éloignées des centres dans lesquels se trouvaient les bureaux de vote. Mais je serais tentée de vous dire que face à la crise démocratique absolument phénoménale que traversent les États-Unis actuellement et dont vous avez mentionné quelques manifestations de réaction,
c'est hélas un épiphénomène. C'est-à-dire que la captation de la démocratie par un certain nombre de forces qui vont à l'encontre de l'idéal démocratique américain sont plus fortes que simplement ces petits exemples, même s'ils sont intéressants. Alors, on est exactement à un an, jour pour jour, de l'élection. Dans un an pile, on connaîtra le nom du nouveau président des États-Unis. Bon, alors, a priori, Barack Obama devrait passer l'étape des primaires sans problème, devrait être le candidat qui fera l'élection et se succédera peut-être à lui-même. Mais alors, en revanche, on voit bien cette année que les républicains mènent le bal avec de très nombreux candidats. Bon, en 2007, on voyait bien que c'était le tour autour des démocrates de faire le spectacle. Est-ce que cette fois, c'est donc c'est le moment des républicains, Sylvie Laurent? Votre expression est très bien choisie. Pour faire le spectacle, ils font le spectacle. Nous avons une brochette de candidats extrêmement haut en 8, couleur. C'est ça, on est à 8. Grosso modo. Oui, avec un... Mitt Romney, Herman Cain, Rick Perry, Ron Paul, Michelle Bachmann, Newt Gingrich, Eric Santorum et John Hutzman. J'ai mis tout ce monde-là chez les Républicains. Voilà. Ouais. Et... Que des hommes? Non, Michelle Bachmann. Michelle Bachmann est une femme jusqu'au dernier. Une sur 8, tout va bien, pardon. Oui, vous voyez, tout est normal. Merci Clémentine. Alors Sylvie Laurent. Donc... oui, la question est de savoir, peut-être qu'on en discutera plus tard, quelle est la valeur de l'ensemble de ces candidatures. C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment qu'en réalité, ça se joue entre 2, 3, et même en réalité que l'affaire est pliée, puisqu'il semble que Mitt Romney soit quand même le candidat qui soit à peu près déjà choisi de façon implicite, et d'ailleurs par la Maison-Blanche qui concentre ses tirs vis-à-vis de lui. Mais on s'interroge sur le jeu de masques de ces candidats extrêmement... on les jugerait grotesques en Europe, mais des candidats qui... donc en ce moment c'est Herman Cain, c'est Eric Perry, des candidats qui portent une parole extrêmement conservatrice, extrêmement rétrograde, sur les questions fiscales, sur les questions sociales, qui se relaient et qui se passent un petit peu le mistigris de la parole réactionnaire, et qui subitement apparaissent dans les sondages comme une espèce de bulle spéculative. Donc un jour ils sont à 20%, ce sont les chéris des sondages, et puis ensuite c'est un autre, comme si finalement leur but était de maintenir dans le débat politique américain l'idée selon laquelle la suppression de ce qu'il reste d'État-providence aux États-Unis était la grande chose. Voilà. Alors, de Denis Lacorne, vu d'ici, et quand on n'est pas américaniste, mais qu'on s'intéresse aux États-Unis, sans être forcément le spécialiste, on a le sentiment que tous ces candidats à la primaire républicaine sont tout de même ultra conservateurs, si on le résumait comme cela. Alors, est-ce que il faut justement, et grâce à vous, y faire tout de même des nuances, ou est-ce qu'on assiste à un nouveau visage d'un parti républicain, encore une fois, plus conservateur, plus dur que ce que représentait par exemple le McCain, qui était le challenger d'Obama en 2007, Denis Lacorne? C'est-à-dire il y a une polarisation accrue de l'électorat, une polarisation accrue de la classe politique, extrême conservatisme d'un côté et un relatif progressisme de l'autre. Et je dirais que c'est même plus inquiétant que ce que disait Sylvie Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire que sont des candidats qui semblent farfelus, mais qui aussi ne croient pas ni à la raison ni à la science. Il y a une accumulation d'éléments qui indiquent que les candidats que vous mentionnez, avec peut-être l'exception de Mitt Romney, ne croient pas, pensent que les vaccins c'est dangereux, ça donne des maladies qui conduisent au retard mental, ne croient pas au réchauffement de la planète, ne pensent pas qu'Obama est né à Hawaï alors qu'il existe un certificat de naissance. Ils n'y croient pas ou ils font semblant de le croire pour des raisons électorales? C'est pas vrai. La preuve reste à faire. C'est peut-être un faux certificat. Il nous dit qu'il est né là. Il nous montre un certificat de naissance. Est-ce que c'est vrai? On n'est pas. Il ne croit pas à l'évolution. Donc c'est quand même problématique cette espèce d'antirationalisme. Mais ça s'explique aussi par la nature des élections américaines. C'est-à-dire que, contrairement aux primaires françaises qu'on a expérimentées cette année, les primaires américaines, c'est un marathon qui n'en finit pas et qui commence dans les États les plus réactionnaires d'une certaine façon, ou les États où l'évangélisme pèse le plus. C'est-à-dire que le caucus de l'Iowa, le New Hampshire est un peu une exception, et puis ensuite la Caroline du Sud, ce sont les 3 premières caucus ou primaires où le vote évangélique, c'est 60% des électeurs dans l'Iowa, c'est 60% des électeurs en Caroline du Sud. Donc, il y a une prime énorme en début de parcours
à la religion, à l'évangélisme, au fondamentalisme et à des valeurs qui nous semblent parfaitement rétrogrades. Mais ensuite, dans 6 mois, le poids de la religion et le poids de ces ultra-conservateurs sera nécessairement moindre. C'est la question que je voulais vous poser, Denis Lacorde. Je voudrais tout de même rappeler, nous vous avions reçu d'ailleurs à ce moment-là, vous avez publié en 2007, c'est d'ailleurs au moment des élections de Barack Obama, un livre de la religion en Amérique, 2007, chez Gallimard. Et là, vous venez de faire paraître une version de la religion en Amérique, aux États-Unis, une version actualisée, avec un chapitre sur Obama et la religion. En si peu de temps, tout de même, on va dire à l'échelle de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire des religions, il s'est passé des choses là importantes et complexes sur la question de la religion aux États-Unis, depuis que Obama est élu, par exemple. C'est-à-dire, on assiste à 2 récits de la création des États-Unis qui sont contradictoires, si vous voulez. L'un, c'est un récit qui est hérité de l'époque des Lumières et qui met l'accent sur le politique et l'Amérique des fondateurs, qui est une Amérique plutôt non religieuse, laïque, on peut dire, qui croit à la séparation de l'Église et de l'État et qui croit à la neutralité de l'État. La religion n'a pas de place en politique, ce qui ne veut pas dire qu'on est contre la religion, mais elle n'a pas de rôle. Et puis un autre récit qui est tout à fait celui des plus conservateurs, des candidats les plus conservateurs qu'on évoquait, qui, lui, s'imagine, reconstruit l'histoire des États-Unis sur un fond chrétien lié aux premiers puritains et prétend que tout, y compris la Constitution, serait l'œuvre de chrétiens fondés sur la Bible, contre toute évidence d'ailleurs, mais ce sont les thèses que défend Michel Bachmann, ce sont les thèses que défend Perry. Michel Bachmann, ne l'oublions pas, est allé à Oral Roberts University dans l'Oklahoma. C'est une université qui est très à l'école de droit de cette université, et elle a suivi des cours avec un professeur qui essaye de démontrer que tout est chrétien dans le système américain, y compris la Constitution, alors que on peut pratiquement pas le démontrer. Et c'est une université, c'est très révélateur. Lorsque vous entrez sur le campus de ce qui était l'école de droit de Oral Roberts, qui aujourd'hui s'appelle Regent, elle a été rachetée par une autre école de droit, vous avez une énorme statue, 30 tonnes, qui représente en bronze des mains en forme de prière. Voilà, donc ça vous donne le climat. Et des auteurs assez farfelus comme David Barton ou Skousen, qui prétendent que tout est chrétien dans le système américain, ont pilier sur rue, organisent des séminaires à Washington, séminaires qui sont suivis par des membres élus du Congrès et le personnel du Congrès, et les séminaires essayent de rechristianiser le système américain et prétendent que la Constitution est quasiment une version moderne de la Bible. Et c'est là qu'on retrouve notamment, alors ou pas, je ne sais pas, par exemple les fameux militants des Tea Party, Sylvie Laurent. J'ai le sentiment que finalement, d'une certaine façon, on a changé d'époque. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle il y avait une droite religieuse chrétienne nourrie de toute cette tradition qui pouvait influencer très fortement le discours conservateur, s'appuyant sur, disons, une certaine forme de conservatisme chrétien des Américains, a en effet changé. Aujourd'hui, s'il y a une contradiction entre les idéaux séculiers, démocratiques américains et une réalité de la vie politique contemporaine, en particulier chez les républicains, c'est pas tant du côté de la religion que du côté de la grande entreprise et de l'argent que je le verrais. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, les véritables force de la réaction dans le discours de gens qui, comme Herman Cain, par exemple, font à peine référence à la question de la religion. Ah non, pas du tout. Ce qui les intéresse, aujourd'hui, le nouveau discours conservateur américain et réactionnaire n'est plus fondé sur le discours religieux, mais sur le discours du big business. Denis Lacorde, nous arrivons au bout de la Herman Cain est beaucoup plus religieux que vous le croyez. Il dit le problème des États-Unis, c'est que ça n'est plus la Nouvelle Jérusalem sur la colline. La Nouvelle Jérusalem est tombée de la colline, et moi, ma tâche, si je suis élu président, c'est de remettre la Nouvelle Jérusalem au sommet de la colline. C'est une lecture puritaine de l'histoire américaine qui est assez étonnante de la part de quelqu'un comme Herman Cain. Il est pasteur d'ailleurs, il est pasteur associé à des statistes. 8h16, les matins de France Culture, c'est la partie du débat introduit par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Avec aujourd'hui les primaires républicaines sous toutes les coutures. Mais oui, parce qu'a priori, Barack Obama pourrait connaître des jours difficiles. Sa réélection est loin d'être assurée. On évoque un scénario à la 1992, année où le président sortant républicain, George Bush Senior, fut battu par le démocrate Bill Clinton sur un slogan qui fit mouche
It's the economy stupid. Comme en 1992, en effet, la situation économique des États-Unis est mauvaise. La croissance demeure faible, 1,5% cette année, 1,8% l'an prochain, malgré des plans de relance en rafale qui ont fait s'envoler la dette publique vers des hauteurs vertigineuses. Et surtout, le taux de chômage demeure aux alentours de 9%, dans un pays où l'assurance chômage est pingre. Selon un sondage récent, Post-ABC News, 8 électeurs sur 10 sont mécontents de la manière dont est géré l'État fédéral. Selon un autre sondage tout aussi récent, 53% des Américains désapprouvent Obama contre 44% qui l'approuvent. Pour autant, alors les républicains, vous le disiez Marc, pour autant les républicains disposent-ils d'un challenger plus crédible ? Il y a Herman Cain, il est empêtré dans une affaire de harcèlement sexuel qui remonte à l'époque où ce riche businessman noir dirigeait l'Association nationale des restaurateurs. Au moins son programme a-t-il le mérite de la concision puisqu'il tient en un chiffre répété 3 fois, 9, 9, 9. 9% d'impôts sur le bénéfice des sociétés, 9% sur les revenus des particuliers, 9% de taxes sur la consommation. Bref, une espèce de flat tax généralisée, conçue comme une machine de guerre contre les dépenses budgétaires fédérales. C'est sans doute un peu court. Son principal concurrent pour la nomination républicaine, c'est l'ancien gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney. Celui-ci passe pour un conservateur suspect. N'a-t-il pas fait adopter dans son État, le Massachusetts, un système d'assurance santé obligatoire qui semble avoir anticipé celui d'Obama au niveau fédéral et que les républicains ont tant critiqué? Alors du coup, Mitt Romney semble devoir se radicaliser à chaque étape de la campagne des primaires pour convaincre que oui, il est vraiment de droite, oui, il est vraiment très conservateur. Et peut-être en fait-il un peu trop dans ce registre. Assez en tout cas pour avoir marginalisé un autre candidat, le gouverneur du Texas, Rick Perry. Celui-ci n'a rien à démontrer dans ce domaine, je veux dire le conservatisme, puisqu'il détient en effet le record des peines de mort appliquées. Et lorsqu'on lui demande sa position sur le contrôle des armes à feu, sa réponse c'est « Use both hands », utilisez vos deux mains. C'est que sa course à la candidature républicaine se fait sous le regard du Tea Party, qui est certes minoritaire et très minoritaire dans l'opinion, mais qui excelle à lancer dans le débat public les thèmes qui font mouche. Je cite Mark Lillard dans New York Review of Books à propos du Tea Party. Il attire des gens qui sont convaincus qu'ils s'en tireraient mieux si on les laissait faire par eux-mêmes. Le Tea Party contrôle aujourd'hui 60 élus à la Chambre des représentants, mais il inquiète la droite modérée autant qu'il enthousiasme ces néo-libertariens. Si la candidate qui se réclame du Tea Party, Michelle Bachmann, venait à être désignée, ce qui paraît à peu près invraisemblable, alors là, on peut être sûr qu'Obama serait sûr de gagner, parce qu'elle provoque beaucoup de plus de rejets que d'adhésion. Rarement une élection aura autant polarisé les électeurs avec une gauche radicalisée qui reproche à Obama d'avoir trop concédé à Wall Street et renoncé à taxer les très riches, et une droite qui entend s'attaquer à la dette en déshabillant Washington. L'élection de 2012 ne se jouera pas, comme en 2008, sur des promesses d'avenir radieux, mais sur les frustrations du présent et les angoisses pour l'avenir. Et c'est pourquoi les jeux ne sont pas faits. Questions et objections des auditeurs sur la page des Matins de France Culture, rubrique La chronique de Brice Couturier. Brice Couturier, qui commente, répond, amende la chronique de Brice Couturier, Sylvie Laurent, Denis Lacorne. Sylvie Laurent, Denis Lacorne. Oui, deux choses. Je crois que c'est très juste. Les jeux ne sont pas faits. C'est-à-dire que même si Obama n'est pas très populaire, il est certainement moins aux États-Unis qu'en France aujourd'hui, les jeux ne sont pas faits parce qu'il a face à lui, et c'est sa chance, des adversaires qui ne sont pas totalement convaincants, y compris Mitt Romney. Le problème de Romney, qui est un problème de religion, et il y a une guerre de religion cachée, larvée aux États-Unis, c'est qu'il est mormon. Et pour les conseillers, par exemple, de Perry, un certain pasteur qui s'appelle Jeffries, les mormons n'appartiennent pas à la branche du christianisme. C'est une religion, c'est pas une religion, c'est une secte. Évidemment, ça fait mal quand vous considérez que dans les premières primaires, les évangéliques ont un poids décisif. 78% des évangéliques blancs votaient pour Bush. Et ils vont pas voter massivement pour Romney, ce qui veut pas dire qu'il va échouer à long terme, mais ça va être très difficile pour lui. Et la chance d'Obama, c'est que les républicains s'entre-déchirent jusqu'à la convention du parti républicain, et à ce moment-là, au lieu de combattre Obama, ils vont s'entre-déchirer eux-mêmes, ce qui va permettre à Obama d'affiner son argument.
et on est parti vers une campagne qui va être très dure, où tous les coups bas seront permis. Et en même temps, vous évoquiez l'aspect fou, 999. Je parlais d'antirationalisme tout à l'heure, mais dans l'antirationalisme, il y a une espèce de numérologie de cinglé, où c'est 999, Rick Perry, c'est 25%, flat tax, etc. Et c'est insensé de dire des choses pareilles. Mais ça plaît, c'est une espèce de populisme qui plaît, parce qu'on est contre le gouvernement, moins d'impôts, sans se rendre compte que moins d'impôts, ça peut vouloir dire plus d'impôts pour les classes inférieures et moins pour les riches. Donc il y a un débat qui est complètement fou et que vous avez justement signalé. Et derrière tout ça se pose la question de quelle est la solidité de la démocratie américaine. Et maintenant apparaît un nouveau discours qui est celui, non pas de démocratie, mais de plutocratie. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un système qui ne favorise que les super riches, que les 1% ou les 0,1% les plus riches des Américains? Et ça, c'est un vrai problème. Sylvie Laurent et Brice Couturier. Sylvie Laurent. Oui, c'est d'ailleurs un point qui permet de comprendre peut-être la figure aussi de Mitt Romney. C'est-à-dire qu'au-delà de la question religieuse, même si je maintiens qu'elle est importante, il y a quand même autre chose qui est que Mitt Romney, en plus de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il a été, lorsqu'il était gouverneur du Massachusetts, un homme plutôt progressiste et plutôt très innovant. Aujourd'hui, c'est grand rétropédalage et donc il se flagelle par 3 fois en expliquant que jamais, au grand jamais, il ne soutiendrait l'assurance santé s'il était élu. Mais le véritable point intéressant sur Mitt Romney, c'est que c'est un hedge fund manager. C'est-à-dire que Mitt Romney, en plus d'être mormon, c'est un homme extrêmement riche qui a fait sa fortune dans cette industrie financière complètement folle dont on parle aujourd'hui. Et lorsqu'en effet Denis Lacorne parle de plutocratie, et lorsque je parlais dans la première partie de l'émission d'une captation de la démocratie, c'est bien ça qui se trouve aujourd'hui être le problème fondamental derrière ces candidats républicains, c'est qu'ils sont en tout cas pour 5 des 10 plus importants d'entre eux, des créatures d'organisations nées du monde du big business et d'influence conservatrice, des organisations comme Freedom Works ou American for Prosperity, qui sont des organisations qui sont au-delà du lobby, qui sont des espèces de monstres hyper puissants, financés par de très très grandes entreprises, qui ont un agenda extrêmement clair. Mettre fin aux impôts, faire en sorte que les riches, et y compris une partie de la classe moyenne, ne payent plus d'impôts, démanteler ce qui reste d'assurance sociale aux États-Unis, un lobby extrêmement agressif dans le révisionnisme vis-à-vis du réchauffement climatique, limiter les droits culturels des homosexuels, des minorités, des femmes. Ce sont des gens qui ont un agenda extrêmement précis et qui parlent au travers des gens comme Mitt Romney, comme Michelle Bachmann, comme Herman Cain, qui se dit lui-même, il se présente comme je suis le demi-frère des Koch brothers. Donc les Koch brothers, ce sont les deux frères qui sont à la tête de Koch Industries. Ils sont parmi les Koch Industries, c'est la deuxième plus grande entreprise dans l'extraction des énergies fossiles. Donc c'est une entreprise extrêmement riche. Le Charles Koch, qui est le patron, est la 9e fortune des États-Unis. Et c'est lui qui a créé cette organisation Americans for Prosperity, qui finance tout le mouvement antisyndical aux États-Unis, dont on a vu en 2010 à Madison, Wisconsin, qu'il faisait partie de ce nouvel agenda, cette nouvelle idée que le conservatisme aujourd'hui, c'est priver les agents de la fonction publique des derniers droits qui leur restent, démanteler Obamacare ou ce qu'il en reste, et faire en sorte que surtout, il n'y ait pas davantage d'impôts. Et tous ces candidats républicains, d'une certaine façon, parle de cela et on va certainement parler de Occupy Wall Street. Mais ce que disent les gens, c'est que ça n'est pas simplement que l'industrie financière a rendu l'économie américaine folle, c'est qu'elle a corrompu la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des gens c'est ce que veut dénoncer justement Occupy Wall Street, en grande partie. C'est pour ça qu'ils se présentent non pas comme un mouvement post-racial, ça c'était 2008, ils se présentent comme un mouvement post-politique. Parce qu'ils savent très bien que et Mitt Romney, et Herman Cain, et Michelle Bachmann sont financés, sont reçus par ce monde de l'entreprise qui entretient un certain climat politique, non pas seulement de conservation, mais de réaction. Brice Couturier. Bon, maintenant, il faut quand même savoir que Obama avait su lever beaucoup plus de capitaux que son rival républicain McCain, que la campagne de McCain avait coûté 760 millions de dollars. Certes, elle était financée par ces lobbyistes dont vous parlez à l'instant, mais
Non, pardon, la campagne de McCain avait coûté 383 millions de dollars, alors que celle d'Obama avait coûté 760 millions, soit le double. Donc il faut quand même voir qu'il y a des milliardaires de gauche, il y a aussi des milliardaires de droite, et Soros par exemple, et puis surtout, Obama avait su mobiliser les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, des centaines de milliers de jeunes sympathisants, qui donc lui ont permis d'avoir 2 fois plus d'argent pour sa campagne, l'homme de gauche, que l'homme de droite. Donc les jeux ne sont pas faits de ce point de vue-là. Mais je voudrais revenir à une question que posait Denis Lacorne tout à l'heure sur la participation et la plutocratie américaine. Parce qu'effectivement, si les républicains se croient le vent en poupe, c'est parce qu'ils ont apporté un grand succès aux élections du midterm en 2010. Mais je trouvais un article très intéressant cet été dans la New York Review of Books de Andrew Hacker qui fait observer que ce ne sont pas les mêmes électeurs qui ont fait le succès d'Obama en 2008 et celui des républicains à la Chambre des représentants de 2010. En effet, il y a très peu d'Américains qui se déplacent pour aller voter. Il y en a eu 61%, 61,6% qui sont allés voter pour Obama. Il y en a que 40,9% qui sont allés donner une majorité à la Chambre des représentants aux républicains. Donc toute la question que pose Andrew Hacker dans son article, c'est qui va se déplacer l'an prochain en 2012 ? Est-ce que ça va être les déçus d'Obama ou est-ce que ça va être cette population de jeunes diplômés, de noirs, de latinos qui ont fait le succès d'Obama ? Et en fait, c'est ça la question. La question, c'est qui va avoir envie encore d'aller voter dans le contexte de l'Amérique en crise aujourd'hui ? Est-ce que c'est les extrémistes du Tea Party qui se mobilisent beaucoup ou est-ce que c'est les déçus d'Obama ou est-ce que c'est les gens qui croient encore à Obama et qui veulent tout sauf le Tea Party, Denis Lacorne? Oui, alors qu'est-ce qui se passe dans une élection présidentielle aux États-Unis? Ce qu'il y a de très curieux, c'est le système du collège électoral. C'est-à-dire que chaque État a un certain nombre de grands électeurs, c'est-à-dire qu'on additionne, pour savoir le nombre des grands électeurs, les représentants élus et les sénateurs élus. Et qu'est-ce qui se passe? Pour gagner une élection présidentielle, il faut gagner essentiellement dans 10 à 12 États, ce qu'on appelle le battleground state, les États décisifs. C'est là que tout se joue. C'est pourquoi les candidats passent très peu de temps, par exemple en Californie ou à New York, qui est acquis au Parti démocrate, mais énormément de temps dans les États un peu indécis, ceux que Obama avait réussi à conquérir en 2008, c'est-à-dire le Colorado, la Floride, l'Indiana, l'Iowa, le Nevada, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord, l'Ohio, la Virginie. Et c'est là que des catégories d'électeurs clés vont avoir un rôle essentiel, notamment les électeurs hispaniques dont la croissance démographique est avérée. C'est-à-dire que si Obama l'emporte, ce sera en bonne partie parce qu'il va l'emporter dans le Colorado, dans le Nouveau-Mexique, en Nevada et peut-être aussi en Floride, grâce au vote hispanique qui lui est acquis. Pourquoi? Parce que le grand projet de réforme de politique d'immigration a été bloqué systématiquement par les républicains, y compris un mini-projet qu'Obama avait défendu en décembre l'année dernière, le DREAM Act, qui consistait essentiellement à permettre à des enfants d'illégaux de sans-papiers de continuer leurs études, s'ils ont fait de bonnes études au lycée, leur permettre d'accéder à l'université. Ça a été bloqué par les républicains. Donc il y a un ressentiment très fort dans la communauté des hispaniques. On peut espérer une mobilisation plus forte. À l'inverse, vous avez raison de dire, est-ce que le vote noir, est-ce que le vote des jeunes qui ont fait de bonnes études ou des nouveaux suburbians, des classes moyennes qui sont dans les nouvelles banlieues d'États traditionnellement conservateurs comme la Virginie ou la Floride, est-ce que là, il ne va pas y avoir des déçus d'Obama qui ne vont pas se mobiliser et les fameux indépendants, qui sont cette catégorie intermédiaire de gens qui sont ni républicains ni démocrates, mais un peu entre deux, c'est presque 30% des électeurs. Si ces gens-là ne se mobilisent pas en faveur d'Obama, sa réélection est tout à fait compromise. Et dans la double stratégie qui existe, je dirais qu'il y a une stratégie de carterisation et de kérisation. Pour la droite américaine, on veut faire d'Obama un nouveau Carter, un incapable, un timide, quelqu'un qui n'a pas su gérer l'économie. Et à l'inverse, Kerry, souvenez-vous, c'est ce candidat on appelait flip-flop, du nom de ces petites chaussures qu'on porte ces sandales qu'on porte sur les plages. Il changeait d'avis tous les 6 mois. Et c'est ça la stratégie des démocrates, montrer que Mitt Romney est ce personnage qui est falot, n'a pas de principe, il est contre l'avortement pour l'avortement, il est contre la religion pour la religion, il dénonce les laïcs, puis il se prétend être laïque et il prétend qu'il ne faut pas parler de religion parce qu'il ne veut pas aborder la question du mormonisme. C'est un industriel qui, comme le disait très bien Sylvie Laurent, qu'est-ce qu'il a fait comme industriel? Il a géré un hedge fund qui s'appelle Bain Capital, dont la principale fonction était de racheter des entreprises, de les démanteler et de couper des emplois au lieu de créer des emplois. Donc il est tout sauf un créateur d'emplois. Il s'est enrichi
mais il s'est enrichi au détriment de la création d'emplois. Et ça, c'est évidemment une faiblesse. Bon, sur quel bilan, lui, Barack Obama, s'appuiera-t-il pour demander à ce qu'on le réalise? Et je parle notamment en ce qui concerne de la question sociale, la question des inégalités sociales aux États-Unis, de la pauvreté. Est-ce qu'il a un bilan, Sylvie Laurent, qui lui permet de dire on vit mieux aujourd'hui aux États-Unis qu'on vivait il y a quelque temps sous les Bush ou pas? Est-ce qu'il peut faire ça ou pas, justement? Non seulement il ne peut pas le faire, mais il ne le fera pas. Voilà. On va plus mal aujourd'hui qu'on allait en 2008. Toute la question est de savoir, est-ce que c'est de sa faute? Je pense qu'il serait plus juste de dire dans quelle mesure s'est-il donné les moyens d'amortir une crise économique considérable qui fait que la grande pente déclinante sur laquelle se trouvaient les États-Unis pour ce qui est des inégalités sociales n'a fait que s'accélérer. Il faut quand même voir dans quel état sont les États-Unis aujourd'hui. Il y a 3 semaines, la Fondation Bertelsmann a sorti un grand rapport, non pas sur les performances économiques des pays de l'OCDE, mais sur la justice sociale, c'est-à-dire prenant en compte ces fameux nouveaux indicateurs, vous savez qu'un certain nombre d'économistes appellent de leur vœu, comme l'accès à la santé, la solidarité entre les générations, la lutte contre la pauvreté infantile. Et tous ces facteurs pris en compte montrent que sur les 31 pays de l'OCDE calculés, qui ont été évalués, les États-Unis appartiennent aux 5 derniers pays, avec la Grèce, l'Espagne et le Chili. La pauvreté moyenne dans les pays de l'OCDE, elle est de 10%. Aux États-Unis, elle est de 22%. Celle des enfants, elle est de 22% aux États-Unis contre 8% pour la moyenne des pays de l'OCDE. Et les inégalités sociales sont dans un état d'explosion qui fait que aujourd'hui encore, personne ne peut, y compris les plus grands supporters d'Obama, expliquer qu'il a fait véritablement quelque chose pour y remédier, à commencer par le fait qu'il a reconduit les taxes. On l'accuse même d'être moins régulateur que George Bush. Alors, on l'accuse en réalité d'avoir fait entrer le loup dans la bergerie en faisant entrer dans son gouvernement des anciens de Wall Street, à commencer par Timothy Geithner ou Larry Summers. Mais une fois de plus, la question n'est pas de savoir qui est coupable et qui ne l'est pas. La réalité, c'est que il y avait au moment de son élection un espoir, disons, l'idée qu'il allait pouvoir réguler un système qui devenait fou, et qu'aujourd'hui la réalité sociale va vers une forme de dégradation des conditions de vie, en particulier pour les plus pauvres. Un enfant sur 5 aujourd'hui est pauvre aux États-Unis. Or, le problème est que, à mesure que les inégalités se creusent et que la pauvreté est plus criante, le discours sur le détricotage de la protection sociale se fait plus important. C'est-à-dire que le discours que l'on entend de plus en plus depuis 4 ans, c'est au niveau des États en particulier, mais aussi au niveau de Washington, la rigueur, la baisse du nombre de fonctionnaires, le fait que les prestations sociales, y compris dans le nouveau projet, le nouveau budget d'Obama, par exemple, l'aide le soutien à l'énergie, le fait d'aider les gens à payer leur chauffage, ça fait partie des budgets qui sont coupés par l'administration Obama, au point même que certains démocrates disent qu'il faut continuer à protéger encore ce qu'il peut l'être. Donc, à mesure que l'on se rend compte de la nécessité d'une protection sociale et d'une politique interventionniste de l'État pour enrayer ce creusement complètement fou des inégalités, la doxa qui s'impose, et en particulier, il faut bien le dire, par l'administration en place, c'est un discours de rigueur, un discours de « nous n'avons plus d'argent », donc les salaires des fonctionnaires ont été gelés pour 3 ans, les budgets sociaux sont coupés à mesure que les budgets sont votés, et c'est véritablement une position intenable pour un candidat, c'est-à-dire qu'il va être voté il va se présenter devant les électeurs sans aucune marge de manœuvre, puisqu'il y a y compris un super comité qui est là derrière lui pour s'assurer qu'il ne dépense pas trop. Brice Couturier et Suzanne Georges et Denis Lacorne. Brice Couturier. Oui, on voit bien par exemple quand on a vu l'interview de Obama à la télévision hier soir avec Sarkozy, vendredi soir, on voit bien qu'effectivement il y a des choses comme la taxation des transactions financières qui a obtenu l'accord de gens qui sont pas spécialement gauchistes comme Angela Merkel et Nicolas Sarkozy et qui sont refusés obstinément par Obama, qui de ce point de vue-là apparaît comme plus à droite qu'eux. Ce qui est paradoxal pour le téléspectateur français et qu'il est peut-être pas en tant que ça en réalité. Mais il faut voir aussi que, et c'est ma question pour Denis Lacorne, est-ce qu'on peut pas considérer aussi qu'en réalité Obama est dans un état d'impuissance, puisque d'une part il a une dette publique qui est elle bien supérieure à la nôtre, une dette publique qui est telle qu'elle ne lui permet plus aucun
aucune initiative dans le domaine de la protection sociale, sinon à restreindre les budgets qu'il a déjà, et que deuxièmement, il est dans un état d'impuissance politique, puisque en réalité, il ne contrôle pas le Parlement, qu'il n'arrive pas à obtenir un de ces accords dont les Américains sont friands entre l'exécutif et le législatif, et que par conséquent, il est en réalité pieds et poings liés. Est-ce que ça peut changer à partir des élections de 2012 ? Est-ce qu'il peut retrouver une marge de manœuvre ? Donner la corde. Il est piégé, oui, mais parce que face à une opposition qui voudrait réduire les dépenses de 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Donc il s'agit de décisions beaucoup plus drastiques que chez nous. Et pourtant, la situation est beaucoup moins grave. La solution serait très facile. Si on transposait l'Europe en Amérique du Nord, avec un peu plus d'impôts et une TVA généralisée, ça règle le problème du déficit américain en 6 mois. Mais les Américains ne veulent pas payer d'impôts, en tout cas les plus riches ne veulent pas payer d'impôts, et ils veulent absolument casser les dépenses du fédéral. Ça, c'est le programme fondamental de la droite républicaine, qui a été en bonne partie accepté par Obama. Ce qu'on lui reproche, que la critique de la gauche démocrate vis-à-vis d'Obama, c'est qu'il a fait trop de compromis et finalement on n'a rien obtenu de la part des républicains. C'est ça le problème. Et comme Sylvie Laurent le disait, oui, il y a paupérisation, mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'il y a paupérisation des classes moyennes, pas seulement les plus pauvres, qui sont de plus en plus pauvres, mais les classes moyennes elles-mêmes ont l'impression d'être paupérisées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait des études, qui est supposé entrer dans la classe moyenne, des études avancées, depuis 2000, a un salaire stagnant. Sur 30 ans, le salaire est augmenté de façon faible pour les classes moyennes américaines, mais par contre, chez les 1% les plus riches des Américains, les salaires ont augmenté de 275%, et chez les 0,1% les plus riches, leur salaire, leur revenu ont augmenté de 400% en 30 ans. Donc c'est là l'extraordinaire inégalité, et c'est pour ça qu'on peut parler de plutocratie. On va profiter de l'américaine des matins, le lundi. Suzanne Georges. Oui, mais on n'a pas mentionné encore cette décision de la Cour suprême qui est extrêmement grave, qui va permettre... Laquelle alors quoi? Laquelle, Citizens United. Qui va permettre aux entreprises de contribuer tout ce qu'elles veulent aux campagnes présidentielles et autres campagnes des représentants, etc. Et donc, déjà, la loi électorale aux États-Unis permettait beaucoup de choses, mais maintenant, comme c'est considéré comme une opinion exprimée et donc protégée par le premier amendement, on va pouvoir contribuer des 100 et des 1000 à ceux que l'on veut faire élire. Alors ça, c'est vraiment le triomphe de la plutocratie. D'autre part, Obama est très critiqué à gauche. Il n'a rien fait pour faire passer une loi qui aurait permis aux syndicats de faire syndicaliser des lieux de travail. Il y avait plusieurs projets de loi qui étaient prêts à marcher, sponsorisés de la précédente législature. Il n'a rien fait pour faire passer ça. Il n'a rien fait pour empêcher les évictions de millions de personnes de leur maison. Alors, les gens qui ont beaucoup travaillé pour lui disent naturellement, ils vont voter pour lui parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas voter républicain, mais beaucoup vont s'abstenir et il n'y aura pas cet enthousiasme qui portait le candidat Obama. Ouais. Et ça m'inquiète beaucoup parce que n'importe quel républicain qui sera élu sera extrêmement dangereux pour le pays. Sylvie Laurent ? Oui. Je vous voyais réagir au propos de Suzanne Georges. Je réagis parce qu'en effet, ce sont des critiques que l'on entend quand on est aux États-Unis, dans les milieux progressistes. Il y a un ressentiment vis-à-vis de Barack Obama. Pour autant, les gens qui ont voté pour lui ont peu de chances de voter pour un candidat conservateur. On les a décrits. Brice. Revenons au programme républicain. On voit qu'Obama, effectivement, n'a pas le vent en poupe. Il a déçu à la fois sa gauche et aussi, dans une certaine mesure, le mainstream démocrate. Mais le programme républicain, si je comprends bien, tel que je l'ai résumé, et peut-être que je vous ai entendu le résumer aujourd'hui, c'est encore moins d'impôts et encore moins de taxes pour les riches, encore moins de régulation pour les banques, si on veut relancer la machine à créer des emplois américaines. Or, quelque part, j'observe sur les périodes assez courtes, l'année en cours, que la machine à créer des emplois américaines a redécollé en réalité. Si on est à 9% de chômage, on était à 9,7% au début de l'année. Et quand on voit les destructions d'emplois de 2008 et les créations d'emplois de 2010-2011, on voit que cette machine a bel et bien redémarré. Est-ce que vraiment une majorité d'Américains peut se retrouver sur un programme de simple réduction des impôts et de mettre fin à la régulation financière? Denis Lacorne, Sylvie Laurent. La réponse d'Obama, c'est que moi j'ai essayé
constamment, je lance des projets de loi pour créer des emplois et à chaque fois, c'est bloqué par les républicains. Donc, ça va être un programme. Mes adversaires veulent créer plus d'inégalités. Ils veulent favoriser les riches sous prétexte que ces riches vont créer des emplois alors qu'il n'y a aucune preuve que, disons, quelqu'un qui est au sommet de la finance ou un avocat d'affaires va créer des emplois. Il va s'enrichir, mais il ne va pas créer d'emplois. Donc, il y a ce discours-là. Moi, je suis prêt à créer des emplois, mais Washington, le Congrès n'a pas voulu le faire. Et il va prendre des thèmes qui étaient familiers à Truman, à une autre époque, c'est-à-dire qu'il va sans arrêt attaquer ce qu'on appelle un do-nothing Congress, un Congrès qui ne fait rien. Et ça va être sa force, c'est-à-dire attaquer une opposition qui est déconnectée des réalités. Les réalités, c'est qu'effectivement, le taux de chômage reste élevé. Il est à 9%. En réalité, il est à 16% si on ajoute aux 9% les gens qui sont qui ne demandent plus d'emploi parce qu'ils sont désespérés, et ceux qui ne travaillent qu'à temps partiel. Donc on a des taux de chômage de 16%. Et dans les villes pauvres, c'est 40% chez les jeunes ou 50%. Et les minorités. La crise est plus grande qu'on ne l'imagine. D'un mot, et avant le coup d'œil de Thomas Cluzel, Sylvie Laurent, quel est l'avenir et que représentent ces fameux indignés de Wall Street, le copain de Wall Street, dans cette question des primaires et de l'élection présidentielle à venir? Écoutez, c'est peut-être la première bonne nouvelle que l'on donne sur l'état des États-Unis depuis qu'on a commencé cette émission. Une forme de sursaut démocratique, parce que ce que l'on a dépeint est quand même un tableau extrêmement noir, entre en effet l'arrêt de la Cour suprême qui pose que dorénavant, les entreprises peuvent financer sans mesure et sans limite aux campagnes présidentielles, que l'on a décrit un monde de l'entreprise plus impliqué que jamais dans la vie politique américaine et des inégalités sociales qui se creusent face à un président relativement immobile ou en tout cas dont la marge de manœuvre politique est limitée. Ce qui se passe aujourd'hui, non pas seulement à Wall Street, mais dans des dizaines de villes partout aux États-Unis, c'est des centaines de villes aux États-Unis et à Auckland, j'imagine qu'on en parlera. C'est la réaction de gens qui ne sont pas les plus pauvres des pauvres dont je parle par ailleurs dans ce livre, mais qui sont des gens qui se présentent comme les 99%, c'est-à-dire finalement le fait de dire arrêtez de nous servir ce mythe de la classe moyenne, c'est-à-dire cette espèce d'Américains intermédiaires, ni très riches ni très pauvres. La réalité de la société américaine, c'est que 1% s'empare de 99% de la richesse, ne nous laissant à nous autres l'immense majorité. Mais Obama l'a dit lui-même, il a dit 1% des Américains les plus favorisés dans les revenus ont augmenté 7 fois plus vite au cours des 30 dernières années. Il en parle. Il a repris 1% des indignés. Il est très embarrassé par un mouvement démocratique qui rassemble des jeunes, des chômeurs, des syndicats, des militants des droits civiques qui se rassemblent dans toutes les grandes villes des États-Unis pour dire que ce système de fou ne fonctionne plus, que les hommes politiques, en particulier le Parti démocrate, a déçu et qu'ils ne sont plus dupes. Et ça, c'est une révolution dans l'histoire des États-Unis. Pour les gens qui ont vraiment travaillé sur la façon dont les inégalités sociales et dont la pauvreté est représentée dans le discours politique, pour la première fois, l'émergence d'une parole depuis... Ça fait 40 ans que la pauvreté n'est plus un débat dans la vie politique américaine. Ça n'est pas encore explicitement, mais pour la première fois, il y a une parole populaire. Mais quel est l'écho exactement? Est-ce que vous pouvez nous préciser l'écho quand même reçu dans la société américaine? C'est pas sûr qu'on se rende bien compte. Voilà. Allez, pardon. Denis Lacorne. Bon, je crois qu'Obama n'est pas embarrassé. Il est ravi de ce qui se passe avec le mouvement des indignés. Mais en même temps, il est très prudent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ouvertement prendre parti pour eux ou assister à leurs réunions de peur que le mouvement dégénère, qu'il y ait des violences. Et à ce moment-là, on lui reprochera d'être un extrémiste et un socialiste. Donc, il a tout à bénéficier de ce mouvement. Mouvement qui est... Moi, je suis allé il y a 2 semaines le voir à Wall Street. Vous avez quoi, 150 personnes 400, j'ai lu entre 400 et 500. Ça dépend. Le jour où j'étais, il y avait 150 personnes. Donc c'est quelque chose de chaotique. C'est la démocratie directe. Il y a constamment des assemblées générales avec des mots d'ordre qui ne sont pas suivis des faits, ou quelquefois on décide d'aller marcher dans une ville, ou d'aller sur Broadway, ou à Auckland, d'aller sur le port. Il peut y avoir 7000 personnes comme à Auckland, on va paralyser le port. À Broadway, ça a été bloqué pendant 2 heures. C'est un mouvement qui est très chaotique, mais qui est le symbole de choses qui va pas, qui est le symbole des inégalités. Oui, mais c'est un mouvement. C'est pour ça qu'il est utile. Évidemment, ce n'est pas les années 60, ce n'est pas 3 000, c'est pas la marche de Washington, 2 millions de personnes. D'accord.
D'accord. Mais c'est un mouvement aujourd'hui qui fait penser à certains que la gauche, et je reviens à la chronique de Clémentine Autain, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la gauche aux États-Unis. Et tous ceux qui ont cru ça au moment de la candidature du premier Obama en 2008 se prêtent à rêver aujourd'hui que ça a encore un sens. Et qu'il est possible que ces milliers d'électeurs qui se sont détournés de Barack Obama parce qu'ils sont déçus, aujourd'hui se disent, peut-être ces mêmes jeunes, ces mêmes minorités, ces mêmes femmes, ces mêmes homosexuels, ces mêmes latinos, ces mêmes chômeurs en fin de droit, sont aujourd'hui, se reconnaissent dans ces mouvements-là, et c'est peut-être une opportunité pour Barack Obama, qui, je le maintiens, est embarrassé, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra prendre aucune mesure concrète de régulation de Wall Street telle que ces derniers le désirent. Et à 8h47, je loue votre patience, Thomas Cluzel. C'est l'heure de votre coup d'œil sur le sujet. Oui, tout moins direction à nouveau les États-Unis avec 3 jours donc pour sauver Hank Skinner. Voilà le bandeau à lire en une du journal L'Humanité ce matin. Puisque mercredi prochain, donc l'État du Texas, qui détient le record du nombre d'exécutions de condamnés à mort, s'apprête en effet à ôter la vie à cet homme de 50 ans, condamné à la peine capitale en 95 pour un triple meurtre. Et depuis 16 ans, Skinner ne cesse de protester de son innocence en demandant notamment que soient pratiqués des tests ADN. Et voilà que jeudi dernier, le juge a rejeté sans explication cette 3e demande de test ADN. Alors pourquoi, interroge le journal? Sans doute parce que le climat politique pèse lourd en défaveur du condamné à mort, écrit Rosa Moussaoui dans les colonnes du quotidien. La candidature aux primaires républicaines du gouverneur du Texas, Rick Perry, successeur des Bush et partisan inflexible de la peine capitale, illustre justement le poids des lobbies pro-peine de mort et les failles d'une justice dépendant de l'appareil politique. D'où cette tribune à lire toujours dans les colonnes de l'Humanité est signée de l'épouse du condamné à mort, infatigable militante abolitionniste. Mercredi prochain sera peut-être le jour où Hank, contraint et forcé, prendra son ultime respiration au nom d'une justice qui ne compte ses succès que par le nombre de condamnations à mort et le nombre d'exécutions en vue des prochaines échéances électorales, dit-elle. Dans cette justice américaine, jusqu'à présent, je n'ai vu que l'ombre des barbares d'une époque que j'imaginais révolue. Nous ne demandons qu'à être agréablement surpris pour le meilleur, parce que pour le pire, nous avons déjà donné. Cette exécution potentielle que certains journalistes américains n'hésitent pas à qualifier, si elle doit avoir lieu, du plus grand scandale de l'ère contemporaine de la peine de mort aux États-Unis, fera de ce 9 novembre peut-être un grand jour pour la justice, ou simplement une date honteuse de plus dans l'histoire de cette barbarie américaine. Le coup d'œil de Thomas Cluzel. Bon, ça reste l'épine dans le pied des États-Unis, cette question de la peine de mort. Denis Lacorne, Sylvie Laurent. Dans le premier débat entre les candidats républicains, il y avait 7 candidats, dont Perry. L'intervieweur pose la question: est-ce que vous n'êtes pas l'État le plus cruel des États-Unis, avec 240 ou 300 morts, condamnés à mort chaque année, exécutés? Applaudissements dans la salle, c'était un public du mouvement de la Tea Party. Et Perry, réponse de Perry: mais oui, mais c'est la moindre des choses. Et moi, je réaffirme, si vous venez au Texas et que vous vous conduisez mal, on n'hésitera pas à vous exécuter. Ça, c'est la loi du talion. C'est comme ça que ça marche au Texas. Applaudissements à tout casser dans la salle qui était un public du mouvement de la Tea Party. Donc, il faut bien comprendre que le mouvement pro-peine de mort est curieusement fort dans le sud des États-Unis et défendu très vigoureusement par... Et là, le lobby dont vous parliez, je crois que c'est surtout le lobby des victimes de violences. Sylvie Laurent, écoutez ce qu'on entend là. C'est vous qui avez choisi cette musique de fin. Parce que c'est quoi? C'est toujours la star numéro 1, Eminem. Eminem, c'est certainement un des plus grands rappeurs et un de ceux qui vendent le plus de disques. Je vous remercie de le passer. Alors vous dites il faut passer la chanson Beautiful. Oui, vous êtes exaucé par Béatrice Trichet. Alors, Eminem, rappeur blanc, un blanc qui excelle dans l'art des Noirs, et qui revient avec un nouvel album qui est revenu il y a 2 ans pour décrire la situation de sa ville, Détroit, qui incarne tout ce que nous avons dit aujourd'hui, la déliquescence industrielle, la pauvreté, le chômage, les tensions raciales extrêmement fortes. Il prend la parole pour les poor white trash américains. Exactement, il dit que nous, poor white trash, qui sommes l'incarnation de la honte d'être pauvres, de la déchéance américaine,
américaine, nous qui n'avons rien réussi et qui sommes pauvres, qui partageons avec les Noirs cette même stigmatisation et cette même, ce même sentiment d'être des rebuts de la société, et bien finalement, on incarne aussi l'Amérique. Votre livre pour White Trash American, on peut le lire, on va pouvoir le lire en ligne ? Non, mais les presses de la Sorbonne le publient, il sera sorti dans une quinzaine de jours. Et merci à nouveau d'en parler.